We say the future belongs to people who get up early in the morning. Yeah, man, my get to next time I got some my vibes at 6 in the morning. 6 in the morning. Whoa, high, play high, but I got my head up 6 in the morning. Yeah. Man, get to next time I got some my vibes at 6 in the morning. Yeah. Voilà, je suis le professeur Elisabeth Diouf. Je suis médecin et enseignante-chercheur à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop. Je suis née et grandie à Fadiout, dans la commune de Joal-Fadiout. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Alors, concernant ma formation, comme je suis née à Fadiout, j'ai fait mes études primaires à l'école Sainte-Thérèse de Fadiout. Puis, je suis allée au collège de la Petite Côte jusqu'à l'obtention du DFM. Donc, comme il n'y avait pas de second cycle à Joal, j'ai dû quitter le village pour aller à Dakar. Et j'ai fait le lycée John Fitzgerald Kennedy jusqu'au baccalauréat, série C. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai été orientée en médecine. Donc, j'ai fait mes études médicales à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à la fin des études médicales, j'ai fait le concours de l'internat des hôpitaux. Donc, durant 4 années, j'étais en formation dans les hôpitaux. Et en 1994, à la fin de l'internat, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en médecine. Bon, en réalité, je n'ai pas choisi la médecine. Hein. Je peux dire que c'est la médecine qui m'a choisi. Parce que quand on était en terminale C, on était un groupe de jeunes filles et aucune de nous ne voulait faire médecine. Donc, parce qu'on disait que les études de médecine étaient trop longues et on voulait rapidement trouver un emploi. Donc, de sorte que voilà, nous avons fait les concours de l'Institut, de l'école polytechnique. Et en troisième option, on a pris la pharmacie parce que c'était plus court. Mais bon, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, on ne nous a pas orientés en pharmacie, puisqu'on n'avait pas reçu aux autres concours, et on nous a orientés en médecine. J'ai même essayé d'aller à l'office du baccalauréat pour me faire orienter, mais bon, on m'avait expliqué que j'étais jeune, que j'avais de bonnes notes, et que bon, il y a d'autres étudiants qui voulaient faire et qui ne pouvaient pas. Donc finalement, j'ai accepté de faire médecine. Mais dès que j'ai quitté l'office du baccalauréat, je ne me suis plus posé de questions. Et voilà, j'ai fait des études médicales sans problème. Je pense que si c'était à refaire, je ne me serais pas posé de questions. J'allais choisir la médecine parce que j'ai adoré les études médicales et j'ai adoré également l'exercice de la médecine. Pour moi, c'est un sacerdoce. Alors sur le plan professionnel, après l'internat des hôpitaux, parce qu'autant, quand on était interne des hôpitaux, je peux dire qu'on avait automatiquement un poste d'assistant à la faculté de médecine. Donc on commençait une carrière universitaire et en 1995, j'ai été nommée assistante, chef de clinique à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc là a débuté ma carrière universitaire. Et il fallait avancer au niveau de l'université, mais également au niveau du CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Donc en 2000, je suis passée maître assistant, c'est sur études de dossier. Et en 2004, j'ai passé le concours d'agrégation en médecine. Voilà, j'étais major de ma section. Après, en 2009, je suis passée professeur titulaire, toujours sur études de dossier au niveau du CAMES. Bon, entre-temps, de 2007 à 2012, j'ai été directrice du SAMU national, c'est le service d'assistance médicale d'urgence. C'est un poste sur lequel j'ai été nommée par le ministre de la Santé. Mais en 2012, puisque le chef du service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital de Dantec était à la retraite, et que si je venais après elle, donc j'ai dû quitter le SAMU national pour aller être chef de service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital de Dantec. Et donc j'ai été également nommée professeur titulaire de la chaire d'anesthésie et réanimation, c'est-à-dire que je suis responsable
des enseignements de l'anesthésie-réanimation à la faculté de médecine. Et j'ai créé par la même occasion le diplôme universitaire de médecine d'urgence. Voilà, aujourd'hui je suis professeur titulaire de 3e classe exceptionnelle. Alors, je pense qu'il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail. C'est le travail, c'est la foi en Dieu et la foi en soi. Et si on a ces trois-là, je pense que je peux dire qu'on peut soulever des montagnes. Et puis le soutien des personnes que Dieu a mises sur mon chemin, notamment ma famille et toutes des personnes qui vous accompagnent et qui vous aident à surmonter les difficultés de la vie parce que Dieu sait qu'il y en a. Alors, pour faire médecine, déjà, il faut faire série scientifique. Il ne faut pas faire série L, donc c'est les séries S, S1, S2, comme vous voulez. Il faut aussi avoir de bonnes notes dans les matières scientifiques. Alors, si vous avez ça, vous pouvez postuler à faire des études médicales. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour les études également, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Et voilà, maintenant, je pense que les études sont d'ailleurs plus faciles parce que bon, les possibilités que les jeunes ont, nous ne les avions pas avant. Donc, il faut travailler. Alors, le fait d'être femme peut être un atout ou un handicap. Tout dépend de la façon dont on prend la chose. Mais pour moi, je préfère dire que c'est un atout parce que nous avons les mêmes prédispositions que les hommes, sinon même plus. On voit que même dans la population générale, très souvent, les femmes sont plus sérieuses que les hommes, je le dis en chahutant, mais c'est comme ça, les femmes sont plus sérieuses dans les études comme dans le travail que les hommes et réussissent comme les hommes. Donc, et je pense que chaque fois qu'on est avec les hommes, voilà, on a ce genre de stimulation qui fait que nous voulons toujours être au-dessus. Et je pense que pour ça, le fait d'être femme, c'est un atout. Alors, ça peut être un handicap, mais bon, moi, l'handicap, je le transforme toujours en opportunité parce que si on est femme, étudiante en médecine, et que, voilà, on est marié, par exemple, c'est pas facile. On doit s'occuper de son mari, de la belle famille, mais c'est pas impossible. Il faut essayer de se faire comprendre, et de pouvoir réaliser ses études. Alors, bon, il y a la vie familiale, il y a la vie professionnelle parce qu'on s'est engagé. Je pense que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais comme pour les études, quand on est marié, il faut se faire comprendre, il faut avoir le soutien déjà de son époux, de son mari, pour qu'il comprenne que voilà, vous êtes engagé dans le travail, vous devez exercer votre profession, vous devez avancer. Et ça également, il faut le faire avec votre famille. Avec la famille, on a moins de problèmes. Mais surtout avec la belle famille également, il faut qu'ils comprennent que voilà, vous êtes engagés. Voilà. Il n'y a pas de recette, il faut les connaître, il faut leur faire plaisir, mais il faut qu'ils comprennent que voilà, au mari, qu'on ne pourra pas toujours être là à 18 h tous les jours pour préparer le repas, pour être au bon soin. Mais quand on est là, quand on est présent, on fait le maximum. Et pour la famille, la belle famille également, il faut qu'ils comprennent que voilà, je ne pourrai pas toujours être avec eux aux cérémonies de mariage, de baptême ou de ceci, mais quand le temps me le permet, je serai avec eux et je ferai mon devoir. Et puis bon, il faut essayer de leur faire plaisir. Voilà. Alors, la pandémie Covid-19 a bouleversé tout le monde. Donc, tous les continents, tous les pays ont été éprouvés. Ce qu'on peut retenir de cette pandémie, en tout cas les leçons qu'on peut apprendre à l'endroit des populations, cette pandémie nous a appris qu'on a beaucoup d'habitudes, que je peux dire des habitudes, de mauvaises habitudes qui peuvent nuire à notre santé. Et qu'on sait que c'est des habitudes qu'on peut laisser tomber sans pour autant que ça nous porte préjudice. Je prends l'exemple de se donner la main tout le temps. Depuis le début de la pandémie, on a arrêté. Et se donner la main, ce n'est pas seulement pour la Covid, mais sûrement ça participe à transmettre certaines maladies contagieuses. Et il y a également les rassemblements. On aime les rassemblements, les baptêmes, les mariages. Et avec la pandémie, on a vu qu'on a réduit ces mesures
Et voilà, on ne s'en porte pas mal. Je pense que ça doit être pour nous des leçons. Après la Covid, qu'on puisse continuer ces mesures-là pour, pour notre bien-être. Et à l'endroit des autorités, je dirais également que cette pandémie doit nous apprendre à avoir ce que j'appelle l'autonomie sanitaire. Je suis dans le domaine de la santé. Ça doit être valable pour d'autres domaines. L'autonomie sanitaire, c'est qu'on a vu qu'on a eu beaucoup de décès de personnalités du fait de la Covid. Et que je pense qu'il y a beaucoup de décès qui pouvaient être évités si on avait des structures sanitaires adaptées. Hein, pas comme en Europe, on ne peut pas, mais quand même des structures bien équipées avec un personnel qualifié en nombre, avec une bonne organisation. Je pense qu'on aurait pu éviter beaucoup de choses. Donc à l'avenir, je pense que nos autorités doivent penser à relever le plateau technique de notre système de santé. Et également, vous voyez, dans la vaccination également. Comme on a dit que le meilleur moyen de prévention, c'est la vaccination. Ici, on peine à arriver à 20% de la population, alors que les autres pays sont en train de vacciner jusqu'à 70-80%. Et on compte sur les autres. Et si on avait la possibilité de créer nos vaccins, peut-être qu'on aurait pu vacciner nos populations sans attendre que les autres nous servent, parce que les autres, ils servent d'abord leur population avant de nous servir. Donc voilà les deux leçons que je peux tirer de cette pandémie. Alors, ce qui me tient à cœur, c'est, bon, je ne peux pas sortir de la médecine ou de la santé, mais ce qui me tient à cœur, c'est qu'on soit dans un Sénégal avec beaucoup plus d'équité. Hein, beaucoup plus d'équité, c'est dans tous les domaines. Mais quand je prends le domaine de la santé, c'est qu'on puisse avoir, que chaque Sénégalais, partout où il puisse être, puisse avoir des soins de qualité. Et pour ça, je pense aux hôpitaux régionaux, hein, aux structures sanitaires qui sont dans certaines régions enclavées. Et ça me tient à cœur, que ce soit des hôpitaux qui puissent être équipés, avoir le personnel qu'il faut, pour que les populations qui sont dans chaque région puissent être prises en charge au niveau de cette région-là. Ça me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas si on peut appeler ça des hobbies. J'aime bien aller au restaurant, aller à la piscine, aller, aller à la plage, bon, aller au resto en famille ou en couple. J'aime la lecture également. Mais voilà, donc j'avoue qu'avec la pandémie, à part la lecture, les autres, on est un peu plus prudents pour sortir. Alors, Fadiout, je vous l'ai dit, hein, je suis née là-bas, c'est mon village, mon beau village, l'île aux coquillages, voilà. Et c'est des souvenirs d'une belle enfance, hein, que j'ai passée là-bas, entre la mer, l'école, les champs, puisqu'on allait aux champs. C'est vrai que les champs n'étaient pas dans le village, on avait des champs dans les villages environnants, mais c'était toujours avec plaisir qu'il fallait marcher, traverser des bras de mer avant d'arriver. C'est vraiment des souvenirs que j'ai gardés. Et puis l'autre chose, c'est la générosité villageoise. Franchement, quand on était au village, on ne pouvait pas différencier les riches, les pauvres. Nous étions tous ensemble, voilà, à participer à toutes les activités. Ça vraiment, c'est... Et puis bon, j'aime y retourner pour me ressourcer et voilà, plonger dans la mer et puis manger du couscous avec du poisson, avec des pagnes, voilà, avec tous les produits de la mer. Bon, c'est moi qui vous remercie déjà de me donner l'opportunité de m'adresser à beaucoup de personnes, mais surtout aux jeunes, hein, pour leur dire, j'espère que ça sera suivi par le maximum, pour leur dire que la réussite n'a pas de secret. Hein. Et comme je l'ai dit auparavant, il faut avoir la foi en Dieu, la foi en soi, et il faut travailler. Voilà, il n'y a pas de secret. Et voilà, la réussite est au bout de l'effort. Et à vous, Biramawa, je vous souhaite bonne chance. Et je souhaite que votre magazine, en tout cas, soit une réussite au-delà de vos attentes.